Bonjour, avant-dernière vidéo sur le sujet du cloud, du DevOps et de la containerisation. Et cette fois-ci, on revient sur la thématique DevOps après avoir fait un long passage sur le sujet technique de la containerisation et de l'orchestration de containers. Et on va parler CI/CD. Pour être tout à fait franc, ça ne sera pas une vision détaillé de l'intégration de pipeline ni quoi que ce soit. Ça va être une vue, ça va être une vision théorique hein, de ce qu'on doit faire pour mettre en place l'intégration continue et le déploiement continu. Alors, on revient sur le chemin qu'on a pris l'habitude de parcourir ensemble sur ce cycle de vidéos et cette fois-ci, on monte tout en haut sur la case CI/CD et effectivement, on va regarder des, des choses au niveau gestion de version. On va regarder des propositions sur une façon de faire un peu simple dans un premier temps avec Gitflow. On va regarder l'intégration continue, on va regarder la notion de déploiement continu, on va introduire tout ce qui va être les impératifs de ce qu'on doit trouver dans une chaîne d'intégration continue et forcément, on finira par ce qui est strictement nécessaire pour pouvoir mettre en place de l'intégration continue, le test logiciel. Alors, du besoin d'ordonnancer l'intégration, il a fallu, à force, les développeurs avaient tout le temps les mêmes opérations à faire pour pouvoir délivrer un artefact sur une repository, sur un registry. Ils ont commencé effectivement à mettre en place des process qu'ils exécutaient régulièrement à chaque fois qu'ils délivraient du logiciel et autant faire en sorte que ça se déclenche quand on commit, quand on vient répercuter des modifications dans la gestion de version. Donc le but, c'était avec les premières forges logicielles, c'est pour ça que j'utilise encore ce terme, de surveiller l'activité de la forge, de récupérer une copie des sources sur le Git associé à l'époque ou sur le subversion, hein, parce que moi j'ai un petit peu d'antécédents dans l'informatique, j'ai utilisé CVS, Subversion, Git. Alors maintenant c'est Git qui effectivement a vraiment écrasé le marché. Git a été fait pour gérer les sources de Linux et il s'est démocratisé de façon assez importante. Une fois qu'on a récupéré ces sources, on va rentrer dans le vif du sujet de l'intégration continue, c'est-à-dire première chose, exécuter des tests unitaires, builder le logiciel et potentiellement le déployer sur un environnement ou sur une structure d'exécution de hors prod, de développement ou d'intégration. Une fois qu'on a fait ça, on lance des tests fonctionnels, on lance des tests d'acceptance. Donc test fonctionnel, ça teste les fonctionnalités du logiciel et le test d'acceptance, c'est un test qui se situe d'un point de vue user-centrique. On l'exécute comme si on était un utilisateur. Donc typiquement, on le fait au travers d'outils de mécanisation, de Wawa Mechanizing, sur les navigateurs pour pouvoir reproduire des scénarios d'utilisation applicative complexes. Et puis, une fois qu'on a fait tous ces tests, qu'on a garanti, et ce terme il est excessivement important, on a garanti l'état de la réalisation. Le but, c'est d'aller délivrer le package dans une repository ou potentiellement un container dans une registry. Toutes ces étapes, c'est ça qu'on va nommer sous le terme pipeline. Alors là, c'est un pipeline d'intégration continue, parce qu'effectivement, on va commencer par l'intégration continue, et on l'a vu avec les 12 factors, il va y avoir des pipelines pour faire du build, avec le test qui va avec, pour faire du deployment et puis du releasing. Alors, une chaîne d'intégration continue, ça passe par la mise en œuvre de ce qu'on peut retrouver sous différents vocables, différentes nomenclatures, usine de build, build factory, plateforme d'intégration continue, PIC, forge aussi, le terme qui est un peu plus vieux pour le coup, qui date des premiers SourceForge, des premiers outils qui étaient mis en place pour pouvoir observer ce qui se faisait sur sur le système de gestion de version, Track par exemple. Et puis bah, après, dans ces outils sont venus se greffer de quoi automatiser les actions du pipeline qu'on a vu. Et c'est là qu'on a commencé à parler de Build Factory ou de plateforme d'intégration continue. Historiquement, dans une forge, on a aussi tout ce qui est nécessaire. Donc, dans la forge, on a la gestion de version, hein, on a Git, hein, typiquement. On avait Git, SVN, maintenant on a Git. On a souvent un issue tracking pour gérer des gestions d'anomalies, des gestions de changements. C'est plutôt des outils qui sont à la destination des populations développeurs, des populations techniques. Dans des projets plus complexes, on leur préférera des outils plus raffinés, Redmine,
dans des outils payants, Jira par exemple. Et puis, on va y retrouver aussi de la gestion documentaire avec souvent des choses où on peut stocker du document, de l'artefact fichier, et puis du wiki. Après, on peut composer sa solution comme on veut. On peut très bien se mettre son MediaWiki, on peut se mettre un XWiki, on peut se mettre des outils, on peut aussi mettre un Confluence quand on est dans une entreprise qui a les moyens. Euh, je sais pas forcément pertinent. Et puis on va avoir sur cette forge, on va avoir une solution pour faire cette fameuse CI/CD, et c'est ça qu'on va nommer un runner. Le runner, c'est le moteur qui va permettre de déclencher des opérations définies dans un fichier d'intégration continue. Dans GitLab, il va s'appeler le .gitlab CI.yaml pour le coup. Et puis ça va déclencher les opérations. Et on va voir que dans ces fichiers, on va spécifier à quel moment on déclenche et sur quel événement on déclenche. Et là, il y a plein de façons de faire. La façon la plus courante, ça va être sur un push ou sur un merge en faisant du regex matching pour savoir si c'est un push sur telle ou telle branche et ainsi de suite. On le verra quand on va adresser git flow et l'adéquation entre un flow de CI avec un git flow. Donc, si toute la totalité du build est automatisée, c'est là qu'on va parler d'intégration continue. Qu'est-ce que c'est concrètement? Je suis un développeur, je pousse mon code sur mon système de gestion de version. Potentiellement, ce système de gestion de version derrière le GitLab peut très bien venir mettre à jour des états sur des issues, et puis potentiellement on va pouvoir gérer aussi sur l'interface web de GitLab les processus de merging et les autorisations de merging, donc le workflow pour le coup de gestion de l'acceptation du changement. Et puis si effectivement ce commit va déclencher un job, il va potentiellement déclencher un job si on l'a spécifié dans le fichier GitLab CI, si on fait du GitLab pour le coup. Et puis, ça va initier le pipeline d'intégration continue. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce pipeline? Première étape, 12 factor dependency. On va récupérer les dépendances en utilisant les fichiers descriptifs de dépendances, un gemfile en Ruby, un package JSON sur du Node ou des choses comme ça, et on va aller le faire sur une registry, une repository, soit sur des registries repository publiques. Si vous êtes dans une entreprise, je vous conseille de mettre un outil comme Nexus, potentiellement pour faire du mirroring, pour faire du multi-repository, pour pouvoir stocker n'importe quel type de format, depuis Pire, Gem, Docker, Ubuntu et ainsi de suite. Ça va vous gérer tous les formats de repository qui existent, ou presque. Et puis, bah, quelque part, ça peut aussi vous servir de proxy. Je vous déconseille d'aller taper directement sur les dépôts distants. Mettez quelque chose en coupure qui va vous permettre, quand il y a une compromission du dépôt distant, de pouvoir avoir une coupure et de protéger vos artefacts et votre système d'information d'une éventuelle corruption et d'une propagation de la corruption jusqu'à votre infrastructure. Ensuite, on fait de la compilation, on fait de la construction, je mets le terme compilation dans un sens le plus global, hein, ça peut être builder un container, ça peut être faire un build Maven, ça peut être construire un package dans un langage interprété comme Python ou Ruby, et ainsi de suite. On va aussi faire des opérations du domaine du checkstyle, s'assurer qu'on respecte les conventions de codage, les normes de codage, qu'on a un code qui est bien documenté, qui a des niveaux de complexité, des règles d'écriture qui sont respectées. Et puis, on va faire des tests. Ces tests, on va essayer de les faire le plus tôt possible. C'est ce qu'on va nommer avec le principe du shift left, c'est-à-dire décaler vers la gauche au plus tôt, d'accord? Parce qu'effectivement, un pipeline, ça s'écrit de gauche à droite. Donc ces tests, potentiellement, on peut aussi en avoir avant les phases de compile et ainsi de suite. Je les ai mis là parce que quoi qu'il arrive, on va commencer à faire des tests à minima sur quelque chose de compilé, quand c'est un code exécutable binaire pour le coup. Et puis une fois que tous ces tests, l'ensemble des tests à toutes les étapes sont faites, on va packager, et ce package, pardon, on va aller le déployer dans notre repository, notre registry, probablement dans ce qu'on appelle un dépôt instable, parce que là on est encore dans le pipeline d'intégration continue et on n'a pas encore fait de tests déployés. On n'a pas fait de test fonctionnel, on n'a pas fait de test d'acceptance ni quoi que ce soit. Donc on va aller le mettre dans un dépôt identifié comme instable. Et
clairement, après, on va déployer pour test sur les différentes plateformes de test. Un type de déploiement, de test, pardon, une plateforme sur laquelle on va déployer pour éviter les collisions entre les populations de test et les différents acteurs qui font du test. Donc, pareil, ce déploiement, bah, il se fait probablement en allant récupérer sur les dépôts, sur les registries, les repositories hein, qui sont au-dessus. Hein. Et puis après, derrière, ça va aussi occasionner toute la construction des artefacts documentaires. C'est-à-dire que si on a fait son code avec du Doxygène, avec des outils comme Yard par exemple, moi je fais du Ruby, donc il y a des outils pour fabriquer automatiquement de la documentation à partir des prototypes de code, à partir des commentaires qu'on met dans le code, avec des commentaires conventionnels. On va générer des dashboards de tests. On va exécuter probablement on va faire ce qu'on appelle du behavior driven development ou du test driven development, donc c'est-à-dire du test qui est orienté par les devs, par les tests pardon, ou par la rédaction de spécifications. Donc on va avoir des spécifications exécutables et on va checker ces spécifications et on va générer des rapports. Ces rapports, l'objectif c'est probablement d'aller les mettre sous le wiki ou dans la zone documentaire de la forge dans une structure de version. Et l'avantage, c'est qu'on va avoir une documentation qui sera spécifique à une version testée. Alors effectivement, cette génération documentaire, elle est plutôt faite dans les étapes de releasing, c'est-à-dire à la fin du processus de dev, au moment où on s'apprête à taguer une version qui va être déployée en production. Donc en end releasing pour le coup. L'avantage de cette plateforme d'intégration continue, c'est qu'elle va permettre la notification à la fois des acteurs qui faisaient le test, mais aussi de potentiellement répercuter des états terminaux dans les outils de gestion du changement pour valoriser ses processus, son matching avec les processus utiles, par exemple. Et puis, potentiellement, ça va notifier le développeur de la bonne complétude de la totalité de son pipeline et le fait que toutes les étapes sont passées et que sa release, enfin sa release ou son commit pour le coup, il est pleinement qualifié. Maintenant, on va regarder le déploiement continu. Donc, si on a déjà toutes les premières étapes, alors l'espèce de symbole bleu avec les 3 petits points, bah, en gros, ça veut dire toutes les étapes de l'intégration continue. Au moment où on a toutes ces étapes qui sont validées, on peut potentiellement aller exécuter un deuxième pipeline ou une continuation de pipeline pour faire d'abord la transition du package d'un dépôt stable ou instable, d'accord? Alors normalement, on va peut-être le faire plutôt après le déploiement sur la plateforme de pré-production, c'est-à-dire une fois qu'on aura qualifié de la bonne possibilité de le déployer sur un environnement similaire et strictement similaire à la prod au plus proche des zones de production qu'on peut qualifier de pré-production. Donc là, on va aller faire cette stabilisation, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle. On fait le déploiement pré-prod. Si ce déploiement pré-prod est OK, ça déclenche le déploiement sur la production. Et puis, on va pouvoir appliquer des patterns de déploiement, Green Blue, Canary, Rollout, Rollback. On a un peu vu Rollout, Rollback quand on a fait Kubernetes. Puis on essaiera là par la suite dans cette présentation de regarder des patterns comme le Green Blue et le Canary. Pour que le déploiement soit réellement continu, il faut que tout soit déclenché de façon automatique. Oui, c'est des pipelines séparés, mais rien n'interdit la liaison entre ces pipelines pour pouvoir le déclencher. Dans les entreprises les plus agiles, ces pipelines, ils se déclenchent euh, presque 100 000 fois par jour dans certaines entreprises. Alors, effectivement, on ne redéploie pas toute l'infrastructure, on ne redéploie pas toute l'application 100 000 fois parce qu'on fait du microservice, parce qu'on a bien fait de la segmentation et en fait, à chaque fois, le pipeline n'exécute que la reconstruction de la partie impactée. Et donc, forcément, comme derrière, on a des mécanismes avec la containerisation, grâce à la containerisation, qui nous permettent d'appliquer du différentiel via un manifeste, on va pouvoir effectivement venir faire énormément d'opérations de mise en prod par jour. Donc, si vous en êtes encore à déployer vos applications en standalone à la main avec des scripts shell sur vos serveurs ou le faire au travers un peu mieux de Playbook Ansible ou de Cookbook Chef, euh, bah, j'espère que vous avez compris que le Playbook Ansible ou le Cookbook Chef, il est plutôt fait pour déployer l'infrastructure, mais que le déploiement applicatif, il va falloir utiliser l'orchestration de containers pour pouvoir réellement être capable de le jouer un nombre de fois élevé euh, avec un risque le plus petit possible. Encore une fois, j'insiste, intégration continue et déploiement continu impliquent la garantie. Mettre en place un pipeline d'intégration continue et de déploiement continu sans mettre de test, c'est casser son système de façon quasi certaine.
Alors, on va regarder justement les delivery patterns. Le premier qu'on va regarder, c'est ce qu'on appelle le green blue. Alors le green blue, justement maintenant, comme on a fait la présentation de Kubernetes, je vais utiliser le vocabulaire de Kubernetes. Donc effectivement, bah, on a un déploiement avec son service qui a déployé un set, un réplica set pour le coup, avec une version. L'objectif, c'est de passer de cette version bleue à la version verte. Mais potentiellement, en faisant en séparant des populations d'utilisateurs différentes. Donc en fait, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va matérialiser deux services avec deux sets différents. D'accord? Et potentiellement des déploiements séparés, hein. Là, mon exemple, il pourrait peut-être y avoir un deuxième déploiement et une conservation du déploiement V1. Et le but du jeu, c'est de venir déployer cette application. Et après, Kubernetes va potentiellement nous permettre de mettre plus ou moins de gens de population vers la V2 ou la V1. Alors ça veut dire qu'au niveau du dessus, c'est pas tellement le déploiement qu'il faut prendre en compte, ce serait plutôt l'ingress qu'il faudrait mettre à la place du déploiement. Et des objets, dans Kubernetes, on va avoir des solutions qui vont nous permettre de pouvoir sélectionner le nombre d'instances à gauche et à droite et puis de dire 80-20, 10-90 et ainsi de suite. L'objectif final, c'est pas forcément d'aller complètement rapatrier sur la version 2. On peut conserver un service sur la V1 et il va donc effectivement avoir des outils de routing un peu plus raffinés et on va potentiellement aussi pouvoir faire avec dans la partie middleware de la partie ingress, on va pouvoir faire de la discrimination de services et du routing différencié en fonction, par exemple, d'entêtes HTTP, qui vont permettre de faire ce qu'on appelle du feature flag routing. Donc ça, c'est assez courant. Ça permet potentiellement de se dire, je sais que j'envoie mes clients quand ils ont le flag machin dans leurs entêtes vers la version bidule avec la nouvelle version, la nouvelle feature à tester. Et puis, sinon, les autres continuent à déboucher sur le service. Donc, mettez plutôt la notion d'ingress à la place au-dessus, à la place de notion de déploiement. Le slide n'est pas forcément bien fait. Alors le canary c'est assez similaire. Alors, déjà la notion de canary, pour ceux qui le savent pas, ça vient. J'ai une famille qui vient du nord et puis du coup le monde des mines c'est assez familier pour moi. Quand on descendait dans les mines pour éviter les coups de grisou, ce qu'on appelle les coups de grisou, c'est-à-dire le risque d'intoxication ou d'explosion à cause du gaz, du monoxyde de carbone ou des gaz inflammables, mais c'était surtout pour le monoxyde de carbone. On prenait une cage avec un petit canari et puis on avançait avec ce petit canari qui était beaucoup plus sensible que l'homme au monoxyde de carbone. Et puis si le canari y mourait, eh ben on courait très très vite pour se barrer parce que ça voulait dire qu'il y avait du monoxyde de carbone. Donc le canari, ça veut dire je tente mon déploiement jusqu'à ce que quelque chose revienne en arrière. Donc c'est pareil, c'est une approche progressive. On déploie progressivement et si on voit des utilisateurs qui commencent à se manifester, on revient en arrière sur l'ancienne version. Donc là, cette fois-ci, ça veut dire qu'on va avoir un seul déploiement avec un seul service et qu'on va faire un rollout progressif, un roll-in progressif, pardon, et non, même un rollout, pardon, excusez-moi, un rollout progressif sur la nouvelle version. Et l'objectif, c'est de se dire potentiellement, on va aller basculer un nombre de réplicas bien précis d'un côté ou de l'autre. Et normalement, un canary, c'est une étape transitoire. C'est-à-dire que l'objectif, le mineur, son objectif, c'était d'aller miner. Bah là, l'objectif, c'est bien d'aller à la terme faire le rollout, le full rollout vers la V2. Et bah, typiquement, c'est ce que j'ai mis juste en dessous. Je vais aller vite. Là, l'objectif, c'est la finalisation complète d'un rollout sur la version 2 de l'application. À la fin, on se retrouvera qu'avec un service, un réplica set sur la version complète. Si on laisse faire un Kubernetes, vous l'avez vu, il va faire le rollout complet. Si on lui dit pas, alors on peut lui demander de lisser dans le temps, on peut lui demander de prendre son temps pour faire l'opération, mais aussi on peut lui mettre des breakpoints, des checkpoints pour lui dire non, tu t'arrêtes à tel niveau de rollout. Et ça va matérialiser un canary. Alors, encore deux mots. J'ai l'habitude des deux mots. Et cette fois-ci, je voulais vous parler de Gitflow parce que on va essayer justement d'associer. Alors, c'est un parti pris pour des petites structures. Sur des grosses structures, on aura probablement des flows plus complexes que ça. Mais disons que pour débuter, pour faire
commencer à adopter les bonnes pratiques, Gitflow, c'est super parce que ça va permettre de simplifier l'usage de Git pour faire du développement et puis essayer d'associer, les bons environnements green ou blue, sur les différentes chaînes. Sur un gestion de version Git, on va avoir une branche main, qui est en fait la branche qui va permettre de délivrer sur la prod. L'avantage du Gitflow, c'est qu'il permet de pouvoir créer des branches rapides, des hotfix, pour pouvoir faire des correctifs rapides qui vont directement être mergeables sur la branche main. Mais par contre, derrière, après, on va faire une copie de la main sur la branche dev, sur lequel on va développer la version N+1. Et après, chaque développeur va faire des forks des branches de cette branche dev, et on va appeler ça des feature branches. Chaque développeur doit implémenter une feature, une branche par feature. Et du coup, on va voir la commande Gitflow et qui est additionnelle à Git va permettre de simplifier complètement tout ce processus. Le but, c'est qu'une fois qu'une feature est terminée et qu'elle est prévue pour être releasée être livrée sur la prochaine release, on va donc finish cette feature, hein, c'est comme ça que ça va s'appeler, on va le voir sur le slide d'après, et puis on va commencer à préparer une nouvelle release. On va corriger sur cette release. Alors, le but du jeu, c'est de ne faire que des correctifs. Il ne faut pas faire de ghost feature, c'est-à-dire de camoufler la création d'une feature sur une branche donnée. Et puis, une fois que cette release va être finie, elle va être released pour le coup, et donc livrée. Et donc, quelque part, ça veut dire qu'on peut avoir un mécanisme sur lequel on a des versions, une version VX quelque chose sur la prod. On peut appliquer des VX0 P quelque chose avec un build, potentiellement un ID de build pour délivrer des hotfix. Et puis, on va pouvoir aussi délivrer, taguer sur des pré-releases sur la branche release. Et puis, une fois que ces pré-releases elles ont passé l'étape de qualification, encore une fois, sans ghost feature, on va les déverser sur la production et les taguer sur la production. L'avantage, c'est que ça, Gitflow va le faire tout seul, cette dernière étape. Si on regarde maintenant, ça veut dire que pour commencer à travailler sur un dépôt Git que vous venez de créer, vous faites un Gitflow init. Ça va vous demander de créer un certain nombre de branches. Il en propose d'autres, hein, mais au minimum, celles qui sont couramment utilisées, c'est hotfix, release, dev et feature. Enfin, et les features, c'est les prefix pass qui sont créés. Hotfixes, releases et features, dans lesquels vous allez après, avec les commandes, créer vos hotfix, vos releases et vos features. Ensuite, si par exemple, vous voulez faire un hotfix, vous faites un git flow hotfix start mon hotfix. Ça va vous créer une branche hotfix dans le préfixe pass hotfixes. Et puis une fois que vous l'avez terminé, vous l'appliquez et vous le faites un git flow hotfix finish mon hotfix qui va venir le merger dessus. On va voir derrière que sur les pipelines d'intégration continue, on va surveiller les événements sur main, sur les branches, sur le regex pass. On va faire une regex matching sur release et sur feature et déclencher des opérations potentiellement sur les environnements de prod pour la partie feature, de pré-prod ou de staging pour la partie release et de prod sur la partie main. On va le voir juste après. Donc on va pouvoir effectivement avoir des commandes pour faire le flow feature start ma feature, le flow feature finish pour venir le merger sur la branche de dev, et puis on va pouvoir initier une release avec un flow release start avec un tag, et puis une fois qu'on va faire le flow release finish, il va venir taguer, venir potentiellement répercuter le code sur main, et faire le rétroversage de cette release, parce que comme on a fait des corrections sur la release, il faut que les corrections qu'on a fait sur le release, il faut la répercuter sur dev pour que les autres développeurs puissent effectivement se resynchroniser sur dev. Pour faire simple, la commande gitflow, elle est assez simple, c'est gitflow, ensuite un verbe, init, feature, release, hotfix, il y en a d'autres que j'ai pas mis, et puis on va avoir start, finish, publish, qui va permettre de pousser ces modifications sans pour autant finish, c'est-à-dire les merger, et puis pull qui va permettre en permanence de pouvoir récupérer les modifications qui ont été faites par un autre tiers sur une branche. Et puis à la fin, on met le nom de l'objet qu'on veut manipuler. Si on regarde maintenant comment on va brancher ça sur un flow CI/CD, typiquement le feature finish merge va merge sur la branche dev, donc on va avoir un flow, un flow CI/CD, un pipeline CI/CD qui va être déclenché, qui a fait les tests unitaires, le build, le dépôt instable, le déploiement sur l'environnement de dev et qui lance les tests d'acceptance auto sur l'environnement de dev. On va avoir un release start commit merge qui va faire la création d'une branche release et puis que du coup qui va déclencher des jobs vers la pré-prod sur la branche release.
et à chaque fois qu'on va merge sur release, c'est-à-dire qu'on va corriger des choses sur release, ça va relancer le pipeline sur la branche pré-prod, et puis après, le release finish, hotfix finish qui va faire la mise en prod. Et si par exemple vous avez un service pour lequel vous délivrez une pré-prod pour les utilisateurs, c'est typiquement un environnement de prod, et dans ces cas-là, ça va être fait sur la branche sur les branches prod et pré-prod user. Alors je vais finir cette vidéo par deux derniers mots sur de l'architecture. Ces informations, c'est des informations que j'ai récupérées sur le site de l'ISTQB, donc pour que vous ayez la nomenclature la plus standard possible sur tous les types de tests et les périmètres de tests. Qu'est-ce qu'on va y trouver? Les tests de composants unitaires qui vont être faits sur les environnements de développement, vérifier que chaque unité logicielle, le plus petit composant, fonctionne correctement. Ensuite, les tests d'intégration. Là, l'objectif, c'est de vérifier le bon comportement et la bonne communication de chacune de ces briques avec les autres, deux à deux ou de bout en bout. Donc, on appelle ça des tests d'intégration. Ensuite, on a un environnement qui est l'environnement de type Quality Assessment sur lequel on vérifie le bon fonctionnement du produit. Donc on fait des tests fonctionnels, tests d'intégration système et tests fonctionnels. Et puis après, on a une UAT, une User Acceptance Testing, qui doit être isoprod ou le plus possible représentatif de la prod, sur lequel on exécute les tests d'acceptation. Donc je le redis, ce sont des tests qui répondent aux attentes de l'utilisateur et qui sont exécutés sur les modalités d'utilisation du composant ou de l'application ou du logiciel tel que l'utilisateur le fait. Et puis après, on a des tests opérationnels et qui peuvent être faits en production, qui peuvent aussi être faits sur les environnements du AT IsoProd, des fois de temps en temps, mais typiquement, ils sont faits en prod. On va entendre parler souvent de validation en service régulier, de VSR. C'est des batteries de tests le moins intrusifs possible qui sont faites sur les environnements de production. Alors, tester. Tester, il y a plein de choses qu'on peut tester. J'ai pris de façon arbitraire un pattern MVC avec une API pour essayer d'identifier où on teste et ce qu'on teste. Et je vais le faire de deux façons différentes. À la fois en ce qu'on appelle en white box, c'est-à-dire en étant dans un développement sur lequel j'ai accès à l'intérieur c'est mon code, j'ai accès à la totalité du découpage applicatif et je peux tester composant par composant, élément d'architecture par élément d'architecture. Et après, on le fera en test black box, c'est-à-dire avec un composant où on ne veut pas tester le composant de façon interne. On va tester à l'extérieur. On va tester depuis aux API ou à l'acceptance. Donc, on peut faire de la qualité, de l'audit. Alors, il y a des solutions comme Sonar, hein, mais c'est pas de l'open source. Typiquement, la qualité, l'audit dans l'open source, on le verra dans la dernière vidéo que je vais faire. On va plutôt avoir une approche où il y a un outil par technologie ou par langage. Typiquement, moi, je fais du Ruby. Je vais utiliser l'outil Rubocode qui va me permettre de faire mon check style, de vérifier à la fois aussi la complexité de mon logiciel, potentiellement aussi certains aspects de sécurité. Après, ça va pas être suffisant sur le contrôle sécurité. On verra dans une vidéo sur le DevSecOps un petit peu plus de profondeur, un peu plus de finesse sur le sujet. Ensuite, je fais du TDD, du Test Driven Development ou du test unitaire. Donc là, on va avoir du RSpec, du Mocha, du P-Test, du JUnit et ainsi de suite en fonction du langage qu'on va utiliser. Ensuite, et je dirais, c'est peut-être le plus important, si vous devez consommer du temps, faites du test aux API. Alors, vous pouvez le faire sur des outils qui ne sont pas dans la chaîne d'intégration continue, mais après, vous allez pouvoir aussi le faire avec les mêmes types de solutions que vous utilisez, par exemple, en Ruby. Je fais à la fois le test fonctionnel, le test unitaire et le TDD avec RSpec, mais j'utilise aussi RSpec pour tester aux API. Tester aux API, parce que si vous faites des applications enfin front-end, back-end, bah finalement, une grosse partie de votre business logique, une grosse partie de votre code va être côté back-end, et donc mieux vaut se mettre dans la situation du front-end à la place du front-end, et donc de faire ces tests, les tests aux API. C'est là où vous allez être le plus efficace en ratio garantie effort. Ensuite,
Vous pouvez effectivement faire du BDD, du test fonctionnel. Donc là, on peut utiliser du storytelling avec les syntaxes Gherkin sur Concomber. On peut utiliser du robot framework. On peut utiliser plein de choses. On peut encore utiliser AirSpec pour faire ce genre de choses. C'est pour ça que moi, j'apprécie beaucoup AirSpec parce que ça me permet de couvrir la partie fonctionnelle, API, test unitaire, TDD de façon unique avec une seule solution. Test d'acceptance. Potentiellement, moi je le fais même encore avec AirSpec en pilotant Selenium via Vatir en AirSpec. Donc j'utilise Vatir au travers d'AirSpec. Donc là, moi sur les développements que je fais, je couvre la totalité du périmètre depuis l'acceptance jusqu'au test unitaire avec une seule solution. Je peux aussi le faire avec Capybara. Encore une fois, vous voyez, hein, moi je suis un développeur Ruby, donc j'essaye de vous montrer ce qu'il faut faire et j'ai mis comment je le fais moi avec mes développements personnels. Quoi qu'il arrive, l'acceptance, le monde de l'acceptance, Selenium, on peut faire des gros clusters, des gros grids d'exécution Selenium en headless et ainsi de suite. Ça peut se brancher très facilement sur une chaîne d'intégration continue. C'est plutôt dans les grosses entreprises qu'on va avoir ce genre de choses où on a énormément d'applications à tester et du coup sur lesquelles on va avoir besoin d'avoir un gros cluster d'exécution Selenium. L'avantage de Selenium, alors, est-ce que toutes les MOA sont capables d'aller écrire des scénarios Selenium et ainsi de suite? C'est pour ça que moi j'appréciais beaucoup l'aspect Domain Specific Language AirSpec parce que ça permettait d'avoir une espèce de cohérence. Faire écrire des tests à une MOA en AirSpec, c'est faisable, je l'ai déjà fait et c'est faisable. Test de sécurité. Alors là, on va aller beaucoup plus loin quand on va faire la partie sur le DevSecOps, mais on peut faire des choses avec OWASP Zap pour faire du test des différentes failles, des différents exploits potentiels sur sur un outil web, par exemple avec OWASP Zap. Le parent pauvre du test, c'est souvent le test de performance parce que bah, quelque part, il faut garantir que l'environnement sur lequel on va tester est très similaire en termes de scaling par rapport à l'environnement sur lequel on va s'exécuter. Quand on est sur la containerisation, ça va être assez faisable. Par contre, le gros problème, c'est que les gens qui administrent le cluster, si on s'amuse à stresser leur cluster, ça va pas forcément leur plaire. Donc, le test de performance, c'est toujours un sujet compliqué. Si maintenant on regarde en OOB, hein, tout ce qui est black box testing, bah effectivement à l'intérieur de la boîte, je vais pas pouvoir faire grand-chose, mais je vais continuer à pouvoir faire potentiellement du Cucumber ou du AirSpec dans certaines conditions. Je vais potentiellement faire, je peux faire du test aux API. Alors faire de la partie test fonctionnel sur de l'OOB, j'ai pas encore vu beaucoup. Test d'acceptance, ouais, pourquoi pas. Enfin, c'est pareil, hein, normalement, c'est si vous avez contractualisé ou si c'est, enfin, mieux vaut aller dans le monde de l'open source, comme ça vous pourrez quand même finalement aller faire les tests. Hein. Pareil, on peut faire avec Vatir de la mécanisation, de la Wawa mécanisation avec Capybara ou Vatir, on peut faire ce genre de choses, c'est faisable. Au WASP, ça pourquoi pas par contre, hein, ne pas accepter ne pas faire confiance à la personne qui vous délivre un logiciel out of the box, faire 2-3 tests de sécurité pour savoir quand même si ce qu'on a acheté ou ce qu'on a contractualisé, c'est correct. Hein. Et puis du test de performance, c'est aussi faisable. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo et puis on va se donner rendez-vous pour la dernière vidéo sur laquelle on va aller essayer de regarder, de conclure sur le sujet du DevOps et de regarder l'écosystème élargi, euh, tous les ops, les quelque chose ops. Donc on va en voir un certain nombre pour aller vers la cible des cibles qu'on a un peu évoqué au fur et à mesure des vidéos avec le platform engineering. Je vais faire une introduction très rapide du platform engineering. Et je vous souhaite une bonne soirée.